L'histoire commence alors qu'un puissant et courageux aventurier se fraye un chemin dans un donjon. Il s'appelle Rant, et sa bouche tombe presque par terre lorsqu'il rencontre un terrifiant monstre ailé avec de beaux biceps. Cette chose a l'air incroyablement puissante, car on voit qu'elle a une bouche à l'intérieur de son autre bouche lorsqu'elle crie. Rant n'a jamais été aussi terrifié de sa vie et vient de réaliser qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre. La bête géante aux allures de Digimon se dirige vers notre héros, qui ne peut s'empêcher de trembler. Il n'arrive pas à croire que cela lui arrive alors qu'il pensait atteindre son objectif de devenir un aventurier de classe mithrale. Cet objectif va probablement devenir beaucoup plus difficile à atteindre, car la bête le mord avec ses deux bouches. Quelque temps plus tard, Rant est surpris de constater qu'il est toujours en vie, mais cette surprise est loin d'être comparable au choc qu'il ressent lorsqu'il constate qu'il n'est plus qu'un squelette. L'incrédulité l'ébranle jusqu'au plus profond de lui-même, et il hurle d'horreur devant ce qu'il est devenu. Un regard dans le passé montre une époque où notre courageux protagoniste avait encore de la chair, des organes et d'autres choses. Ce type n'a aucune idée de ce qui l'attend, et il est donc très optimiste à l'idée de commencer une nouvelle journée d'aventure. Il est très tôt, ce qui est typique pour les aventuriers, mais il pense à la chance qu'ont les nobles et les érudits de pouvoir faire la grasse matinée. Se réveiller tôt sera le moindre des problèmes de ce type, et il explique qu'il est un aventurier de la classe bronze inférieure. Il est né et a grandi dans une ville bien trop petite pour figurer sur une carte et la traverse pour trouver du travail. Ses emplois sont fournis par la guilde des aventuriers et sont attribués en fonction du rang et des compétences de l'aventurier. La guilde procède probablement de cette façon pour éviter que des aventuriers stupides ne se fassent tuer ou se transforment en squelettes morts-vivants. Il y a une tonne de boulot, allant de l'extermination de monstres à la collecte de matériaux. Quelques crétins ennuyeux interpellent notre garçon, et Rant explique qu'il va retourner au labyrinthe parce qu'il n'y a pas de bons emplois. Ces dégénérés paresseux ne comprennent pas comment Rant peut travailler autant, et ils partent jouer à Fortnite. Rant explique que si la plupart des aventuriers aiment faire la fête, lui reste solitaire. Ce n'est pas pour une raison cool du genre lone ranger, mais parce qu'il n'est tout simplement pas très doué. Ce type est aventurier depuis 10 ans maintenant, mais il n'est encore que bronze, ce qui est l'avant-dernier rang. Il gagne sa vie en vendant des objets grâce au petit boulot qu'il accepte, mais il est très économe. Ce type mène une vie plutôt ennuyeuse, car il essaie d'être conscient de chacun de ses mouvements. Mais il a vraiment tout gâché, car il l'a vu entrer dans le labyrinthe qui allait le changer à jamais. Dans ce donjon entièrement exploré et complètement déserté, Rant a la surprise de trouver un passage secret. C'est une découverte étonnante, car il est probablement la première personne à l'avoir trouvé. Le mannequin ne se laisse donc pas abattre et commence à l'explorer. En parcourant la région, il se rend compte qu'elle est inexplorée et espère y trouver des armes magiques de grande valeur. Rant s'enthousiasme en réalisant qu'il peut même se faire une petite fortune en rapportant simplement cette nouvelle à la guilde. À ce stade, Rant est trop bête pour remarquer tous les signes évidents que cet endroit est super dangereux, et il se retrouve dans la pièce où il a trouvé la mort. Nous le voyons à nouveau se retrouver face à face avec ce qu'il appelle un dragon, et il nous explique qu'il s'agit du plus grand de tous les monstres. Selon la légende, les dragons prennent de nombreuses formes, et certains sont considérablement plus grands que les dragons ordinaires. C'est certainement le cas de ce dragon, qui semble avoir évolué vers sa forme finale. La pression exercée par cette bête terrifiante suffit à geler notre garçon, Rant, qui réalise instantanément qu'il n'a aucune chance face à Dragonman. De retour dans le présent, Rant se demande comment il est encore en vie après avoir été dévoré. La réalité choquante le frappe et il commence à se demander s'il est vraiment en vie plus qu'il n'est plus qu'un squelette. Ce qu'il est, c'est un monstre immortel connu sous le nom de mort-vivant. Bien sûr, ça a l'air cool, mais un évêque ou un prêtre pourrait facilement le détruire avec sa magie de purification, car les morts-vivants ne sont pas faits pour ce monde. Rant réfléchit beaucoup pour un type qui n'a pas de cerveau, et il commence à se demander s'il est vraiment mort. Il est toujours conscient et a ses souvenirs, il doit donc être vivant dans une certaine mesure. Incapable de répondre à toutes ces questions existentielles, Rant prend la direction de la ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Il sera capturé et probablement exécuté. Rant ne veut pas mourir tout de suite, mais il se trouble lui-même lorsqu'il recommence à s'interroger sur son existence. Rant décide finalement d'ignorer tous ses problèmes et de quitter cette pièce au plus vite. En sortant, Rant explique les mystères des labyrinthes. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent ni comment ils fonctionnent. Il en existe de nombreux dans le monde entier, et des tonnes de trésors précieux peuvent être trouvés à l'intérieur de ces labyrinthes. Cependant, des monstres rôdent à chaque coin de rue. Tout le monde est occupé dans un nouveau labyrinthe en ce moment, mais des aventuriers solitaires devraient arriver dans ce donjon dans quelques jours. Rant a l'intention de leur demander des conseils sur sa situation, mais il se rend vite compte qu'il va devoir apprendre à parler sans langue. C'est alors qu'un véritable monstre squelettique apparaît, et Rant se prépare à combattre son jumeau. Il ne peut même pas se déplacer correctement tant il se sent lourd, et il se dit que cela doit avoir un rapport avec son manque de muscles et toutes les autres choses qu'ont les non-morts. Il était déjà assez faible en tant qu'humain, mais là, c'est encore pire. Ces squelettes étaient en fait assez faciles à vaincre pour lui en tant qu'humain, mais il ne peut même pas lever son épée sans tomber. Rant panique car il est totalement vulnérable,
mais ce stupide squelette est encore pire que lui. Rand se rend compte qu'il ne peut pas utiliser de technique d'épée sophistiquée puisqu'il n'est qu'un tas d'os flottants, mais il se souvient qu'il peut utiliser l'énergie spirituelle. Heureusement, cela fonctionne même s'il n'est plus vraiment un humain, et il l'utilise pour augmenter ses capacités physiques. Sa puissance d'attaque augmentée, Rand détruit complètement le crâne de son adversaire, mais il est choqué lorsque l'objet se met à briller. Il se rend compte qu'il vient de récupérer l'énergie spirituelle qu'il venait d'utiliser et se demande ce qui peut bien se passer. Un coup d'œil dans le passé montre une nana en train d'enseigner à Rand une chose ou deux sur les monstres. Ils ont une caractéristique mystérieuse, avec le temps et l'expérience, ils évoluent vers de plus grandes choses. C'est vrai pour les humains aussi, puisqu'ils grandissent avec l'entraînement, mais les monstres sont d'un autre niveau. Elle prend l'exemple des squelettes. En général, les squelettes restent des squelettes, mais en de rares occasions, ils se transforment en ghouls. C'est ce qu'on appelle l'évolution existentielle, et Rand en a une idée. Il pense que les ghouls sont aussi des morts vivants, mais qu'elles ressemblent à des humains puisqu'elles ont de la chair. S'il parvient à devenir une ghoul, il n'aura plus qu'à porter des robes et des masques pour pouvoir retourner en ville sans que les gens soient terrifiés par son corps désossé. Rand retrouve un peu d'optimisme car son nouvel objectif est désormais de vaincre les monstres du labyrinthe et de devenir une ghoul. De retour en ville, l'amie de Rand est déçue qu'il ne soit pas venu, elle va donc se préparer un dîner. De retour dans le donjon, nous constatons que Rand travaille dur puisqu'il a déjà vaincu 5 squelettes. Il a retrouvé sa mobilité et a appris que la lumière de ses ennemis vaincus le guérit. Grâce à cela, il peut utiliser l'énergie spirituelle à chaque combat. Rand décide de trouver des monstres plus forts et trouve un Slim. Ils sont encore considérés comme faibles, mais il ne faut pas les sous-estimer. Les attaques physiques ne sont pas aussi efficaces sur ces types de monstres, mais Rand n'a pas la capacité d'utiliser la magie offensive. Tout ce dont il est capable, c'est d'allumer du feu, ce qui n'est pas adapté au combat. Il décide donc d'attaquer quand même avec son épée. Il n'y a que 2 façons de vaincre un Slim, soit en perçant son noyau, soit en le brisant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Après avoir esquivé l'attaque du Slim, Rand contre-attaque et est choqué de voir qu'il a réussi. Il se dit qu'il a eu de la chance en touchant le noyau, mais ne remet pas en question sa victoire et prend une pierre magique en guise de prix. Il récupère ensuite le Slim pour le revendre plus tard, car il est utilisé comme cosmétique pour rendre les gens les moins laids. À la guilde, 2 personnes discutent du fait qu'une débutante cherche un groupe à rejoindre. Ils allaient lui recommander de faire équipe avec Rand, mais il n'est plus là depuis quelque temps. La novice étant à court d'argent, un membre de la guilde lui a recommandé de se rendre dans un labyrinthe facile d'accès pour y trouver des trésors et des matériaux. Elle ne le savait pas, mais ce labyrinthe est le même que celui où se trouve Rand. Dans le labyrinthe, Rand explique qu'il ne ressent ni le sommeil ni la faim, ce qui est normal puisque tout ce qu'il mangerait finirait probablement par traverser ses os. Il s'est également battu sans relâche, mais il devient évident que l'évolution existentielle prend beaucoup de temps. Ses capacités physiques sont revenues, et il peut aussi utiliser le mana. Mais le plus surprenant, c'est qu'il peut encore utiliser sa divinité bien qu'il soit mort-vivant. En plus de guérir les blessures et les maladies, la divinité peut purifier l'eau et retarder la détérioration des aliments. Rand l'utilise pour faire durer du pain pendant encore 3 jours et espère que d'ici là, il aura un corps normal qui aura besoin de manger du pain. Pour l'instant, il se concentre sur son objectif et réfléchit au nombre de monstres qu'il peut affronter en même temps. Comme il est plutôt conservateur, il décide que s'il rencontre plus de 4 monstres, il s'enfuira. Il ne devrait pas en rencontrer plus de 5 dans ce labyrinthe de bas niveau, mais si c'est le cas, Rand décide que ce sera sa fin. Rand s'en veut d'être faible alors qu'il est aventurier depuis 10 ans et qu'il s'entraîne depuis 20 ans. Il a de l'énergie spirituelle, du mana et de la divinité. Même les aventuriers les plus gradés ont rarement les 3, mais Rand aimerait avoir un seul pouvoir puissant. D'habitude, les gens comme lui qui ne sont pas faits pour être aventuriers abandonnent. Cependant, Rand s'est entraîné tous les jours sans relâche pour essayer de réussir. Il a même demandé à une fille de lui enseigner la magie des monstres. Il a continué d'essayer afin d'atteindre son but, devenir un aventurier de classe mitrale. C'est le rang le plus élevé, et même les personnes naturellement douées n'y parviennent pas facilement. À ce rang, on trouve ceux qui ont sauvé des nations entières. Rand est déterminé à le devenir, et même le fait d'être transformé en squelette ne l'arrêtera pas. Rand commence à éliminer de plus en plus de squelettes et se demande s'il devient plus fort que lorsqu'il était humain. Il finit par éliminer un autre Slim avec facilité et devient certain qu'il devient plus fort. Rand ramasse encore un peu de bave, mais s'arrête lorsque la lumière en sort. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus choquant que les autres, car son corps commence à changer. Des muscles se forment sur tout son corps et des cheveux sortent de son crâne. Les cheveux, la peau et les yeux suivent peu après, et lorsque le processus est terminé, il est enfin capable de faire des bruits de grognement. Rand a réussi à se transformer en ghoul. Il n'est plus qu'un effrayant cadavre desséché, mais il est heureux d'avoir enfin retrouvé de la chair. C'est un grand pas dans la bonne direction. Mais surtout, s'il continue à travailler dur, Rand pense pouvoir devenir un mort-vivant de rang encore plus élevé, voire un vampire. Maintenant qu'il a de la chair,
Rant essaie d'utiliser sa voix, mais il n'en sort qu'un rugissement. Il est heureux de pouvoir faire du bruit et fait un nouvel essai. Il réussit à dire bonjour, mais il ressemble plus à un zombie terrifiant qu'à autre chose et décide qu'il devra s'entraîner un peu. Il avance et rencontre des gobelins, alors il donne un coup d'épée pour les tuer. Bien qu'il soit difficile de s'attaquer à 2 gobelins en même temps, il est conscient de l'environnement le plus sombre, et le tourner en sa faveur n'est pas un gros problème pour lui. En quelques coups, il les a mis à terre. Rant est choqué de constater qu'il est devenu plus fort que le corps du squelette. Plutôt que de devenir une goule et d'avoir l'apparence d'une goule, il peut vaincre le pouvoir des humains. Comme il l'avait déjà admis avec plaisir, il est devenu plus robuste. Il est surprenant de constater qu'il a gagné en divinité mana et en puissance jour après jour. Grâce à cela, il peut améliorer son épée et son corps. C'est alors que 2 autres gobelins se précipitent vers lui pour embrasser le sourd. En quelques coups, Rant les contraint à lécher la poussière. Après les avoir éliminés, il entend le cliquetis de l'épée, qui lui révèle qu'il n'est pas seul sur place. En suivant le bruit, il remarque une belle fille qui fait face au squelette. Comme elle se trouve à un niveau plus élevé, mettre le squelette à genoux est une tâche périlleuse pour elle. Pourtant, grâce à sa détermination et à sa force physique, elle a réussi à abattre le squelette. Rant, qui la surveille discrètement, est content de voir une humaine après un long moment. Il préfère rester là malgré le désir de s'entendre avec elle. Si elle a jeté un seul regard sur lui, il a peur qu'elle soit morte de peur. Il a donc décidé de la surveiller au lieu de se présenter. En la regardant, il la chérit, et bien qu'il ait perdu son corps, l'échange de force est une bonne chose. Il est quelque peu satisfait en y pensant. De plus, Rina est assez fatiguée pour mourir et faire place nette. Rand s'avère toujours une ordure pour les autres aventuriers, car son niveau s'est figé. Pourtant, il s'est fait une place et personne ne veut le mettre à la porte. En la regardant partir dans la mauvaise direction, il ne peut rien faire d'autre que de la suivre. Elle invite à la mort en allant là. Il n'a pas le temps de s'attarder qu'un squelette surgit par derrière. Les deux commencent à se battre, et elle esquive difficilement les attaques du squelette. Comme elle a battu le squelette précédent, elle est épuisée. Rand peut observer sa maîtrise de l'épée. Pourtant, ses capacités présentent de nombreuses lacunes. En évitant l'attaque du squelette, elle veut le maîtriser, mais elle ne peut pas faire attention à ce qui l'entoure. Elle essaie de prendre le dessus sur lui, et une chose lui trotte constamment dans la tête. Elle veut devenir une aventurière de haut rang. En pensant à cela, elle donne un coup d'épée, mais le squelette est pris. Cela signifie qu'elle va bientôt mourir. Rand n'a plus d'autre choix que de se battre avec le squelette. S'il ne le fait pas, il devra regarder la fille mourir sous ses yeux. Comment peut-il regarder cela? Alors, en faisant abstraction de tout, il avance pour éliminer le squelette. D'un seul coup, il le met à terre. Voyant une goule devant elle, Rina fut effrayée et leva son épée pour riposter. Rand essaie de prendre la parole et de se présenter. Cependant, il est difficile de parler correctement parce qu'il est une goule. Il a besoin de beaucoup d'efforts pour apprendre à parler. Malgré cela, lorsque Rand prononce le mot aventurier de sa bouche, elle réalise qu'il était un aventurier. Mais de nombreuses questions surgissent dans son esprit. Comment est-il devenu une goule et que fait-il ici? Laissant tout de côté, elle demande s'il veut la tuer ou non. Pour dissiper ses doutes, il a jeté son épée en prouvant qu'il n'a pas l'intention de la tuer. De plus, avec des mots non identifiés, il demande des vêtements pour la guilde car il en a rassemblé une grande quantité. Il lui propose cette tâche, et en récompense, elle pourra garder la monnaie. Rina est prête à faire ce travail mais garde ses distances avec lui. Comment peut-elle oublier qu'il est une goule? Elle a peur de l'observer. Rand recule lui aussi et lui laisse le champ libre. Rina lui assure qu'elle accomplira son devoir et sort en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Rand sait que les aventuriers peuvent profiter de l'occasion en parlant des ghouls aux gens, et qu'ils peuvent obtenir une belle récompense. Mais Rand est convaincu qu'elle accomplira cette tâche sans lui créer d'ennui. Pour s'emparer des vêtements, elle se précipite chez le guide des aventuriers, qui s'inquiète pour elle car elle n'est pas revenue de sa mission. Rina lui explique qu'elle est prise dans un problème. Elle se renseigne également sur le magasin où elle peut se procurer des vêtements. Par ailleurs, Rand se bat contre un monstre visqueux qui l'attaque avec sa bave acide, mais il esquive toutes les attaques. Rand se rend compte qu'il n'est pas seulement plus fort physiquement, mais que son corps se déplace partout où il le peut. Ce faisant, il tranche le monstre dans le vif, ce qui lui vaut un triomphe avéré. C'est grâce à sa vision, qui s'est améliorée. Avant d'en dire plus, il entend la voix de Rina qui l'appelle. Il s'avance vers elle, qui lui a apporté des vêtements, mais elle a peur et lève son épée vers lui en considérant qu'il n'est pas Rand. Rand, qui est heureux de l'observer, précise qu'il est Rand car une autre goule ne peut pas être aussi avancée. Elle a honte de ses actes et lui demande pardon car il faudra du temps pour s'habituer à lui. Avec sa permission, il ouvre le polythène. Il regarde les vêtements, qui correspondent à ses goûts. Ces vêtements peuvent coller à son corps et ne peuvent pas révéler sa véritable apparence. En plus des vêtements, Rina a apporté d'autres choses pour le faire planer. En écoutant cela, il a envie de pleurer, mais les ghouls ne peuvent pas pleurer. À ce moment-là, il change d'apparence en portant une robe et des gants. Il a l'air mieux, mais en se regardant dans un miroir,
il essaie de cacher son visage. Pour couvrir son visage, elle a apporté un masque. Sans perdre une seconde, il l'applique sur son visage. Mais il y a quelque chose de bizarre car le masque ne s'enlève pas. Il fait de son mieux, mais c'est peine perdue. Il se rend bientôt compte qu'il s'agit d'un masque maudit qui ne peut pas être enlevé. De son côté, Rina se rend compte que la mystérieuse échoppe l'a trompée, car ce masque n'est pas cher et elle l'achète, mais elle ne se doute pas qu'il est maudit. Elle acquiesce à son geste et s'incline devant lui. Avec son pouvoir divin, Rand tente de l'enlever, et Rina est choquée de voir son pouvoir divin, car seules quelques personnes en sont dotées. Malheureusement, son pouvoir divin n'est pas en mesure de le sauver. À plusieurs reprises, Rina lui demande pardon, mais il lui demande de ne pas avoir honte, car il peut donner une somme considérable au prêtre, et celui-ci peut l'enlever. Elle ne doit donc pas se condamner. Pour la consoler, il s'apprête à la toucher, mais il se rend compte qu'elle a peur de lui. Il s'apprête donc à s'éloigner d'elle lorsqu'elle lui tient la main. En réalité, elle a compris que Rand n'est pas un méchant, et qu'il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de lui. Cependant, Rand comprend sa situation et lui laisse le temps de s'habituer à lui. Maintenant, ils ont décidé de se rendre à la guilde des aventuriers. Elle a apporté une calèche pour l'emmener ici. Elle lui fait part de la raison de sa venue. Elle a enregistré son nom dans la capitale, mais tous les membres sont compétents. En tant que novice, elle n'a pas de travail. Elle s'est donc installée à la campagne ouvirante. D'un autre côté, Rand admire son esprit et lui conseille de devenir un peu effrayante car ils n'ont qu'une seule vie. Mais le cas de Rand est différent. Ils arrivent bientôt, mais le problème est devant eux. Les gardes vérifient les pièces d'identité, ce qui lui cause des ennuis. S'il leur montre sa carte d'identité, ils peuvent le reconnaître. Mais elle avait une solution. Rina lui demande d'entrer par une autre porte. Rand s'inquiète pour elle. Si les gardes savent qu'elle est de la Goule, elle sera considérée comme une criminelle. Sa carrière d'aventurière risque d'être ruinée. Mais Rand lui a sauvé la vie et elle ne peut pas l'ignorer. Aussi, elle peut sacrifier sa vie pour lui. En montrant leur badge d'aventurier, ils sont autorisés à entrer. Bientôt, le garde se méfie de son apparence et lui demande d'enlever le masque. Rand leur demande d'enlever le masque s'ils le peuvent. L'un d'entre eux prend cela comme un défi et s'efforce de l'enlever. Bien qu'il soit épuisé, il ne parvient pas à l'enlever. C'est là que Rina révèle que Rand porte le masque maudit, qui ne peut être enlevé. De plus, Rand montre ses oreilles, qui peuvent révéler qu'il est humain. Rina explique qu'ils sont en train de rassembler une somme pour payer le prix afin qu'il puisse enlever le masque. Entendant son mauvais sort, ils lui ont permis d'entrer à l'intérieur. Il est heureux d'avoir pu entrer. Bientôt, lorsque le carrosse est passé, il a disparu. Rina le retrouve, mais il n'est pas là. Il s'est caché pour ne pas lui créer d'ennui. Si quelqu'un découvre qu'elle est avec lui, sa carrière peut être ruinée. Rand ne peut pas faire de cette fille un gâchis et décide de garder ses distances avec elle. De plus, il sait qu'elle a le potentiel pour devenir une aventurière et qu'elle peut donc le surprendre et l'oublier comme l'ont fait ses anciens compagnons. La nuit, il s'installe dans la maison de Laurent où elle dort. Elle est la seule à pouvoir comprendre, et aussi à pouvoir apporter une solution à ce problème. Il frappe à la porte, mais elle n'ouvre pas. Il préfère donc entrer et la regarder dormir. Sur le canapé, il s'assoit près d'elle et menace de la battre si elle ne se réveille pas. En l'écoutant, elle a reconnu qu'il n'est autre que Rand. Ses yeux se sont ouverts, mais elle est choquée de voir une autre personne devant elle. Pourtant, son cœur lui jure qu'il s'agit bien de Rand. En avançant la main, il a enlevé ses gants et regardé la main de la Goule la plus laide. Elle veut connaître l'histoire complète et lui demande de la mettre à jour. Plusieurs jours se sont écoulés et elle n'a aucune nouvelle de lui. Si elle ose chercher à le localiser, elle sait que c'est en vain. Une autre suggestion lui vient à l'esprit, elle devrait demander l'aide de la guilde avant d'agir. Quelqu'un frappe à la porte. Le style de frappe révèle qu'il s'agit de Rand, qu'elle attend désespérément. Lorraine ne veut pas montrer qu'elle s'inquiète pour lui, alors elle s'allonge sur le canapé et fait semblant d'être une belle au bois dormant, car elle n'a pas ouvert la porte. C'est alors que Rand entre dans la maison. Voyant Lorraine endormie, il se précipite vers elle. Il la menace également de la frapper avec un livre. Lorsqu'elle l'entend, elle comprend qu'il lui est arrivé quelque chose. Selon ses attentes, il s'est transformé en Goule. C'est un véritable choc. Plus tard, elle est stupéfaite parce qu'elle est une philosophe qui a de vastes connaissances sur les mages et les monstres, mais ce genre d'affaire est incroyable. Même elle n'a rien lu à ce sujet. Si elle n'avait pas vu Rand sous sa forme de Goule, elle serait morte plutôt que de le croire. De plus, Rand la persuade de le considérer comme un projet et un ami. Elle ne s'intéresse qu'à cette affaire. Impolie, elle lui demande s'il s'est transformé en Goule et s'il est le même que Rand. Selon lui, ses souvenirs sont les mêmes que ceux de Rand, mais il n'est pas sûr de savoir s'il est resté le même ou s'il a changé. Il ne lui donne donc pas de réponse précise. C'est le style de Rand. Lorraine le sait, mais elle doute quand même de lui. En jetant un coup d'œil sur le corps de la Goule, Rand perd le but de sa venue. Il ne peut pas entrer dans la guilde avec cette apparence. Rand lui demande donc de l'aider à accomplir la quête à sa place. Bien qu'il soit devenu une Goule, son désir est de devenir un aventurier de rang mitral. Cette tragédie ne peut pas l'empêcher de réaliser son rêve. En échange,
Lorraine exige de lui qu'il lui serve de projet de recherche. Elle n'exige pas grand-chose. Elle a juste besoin de sa peau et de sa chair pour l'analyser en profondeur. Le lendemain matin, Lorraine a déjà visité la guilde. En vendant le liquide visqueux et d'autres choses, elle a rapporté une énorme somme. Même Rand est étonné de voir une telle somme. La qualité du liquide visqueux est raffinée. Grâce à cela, ils peuvent créer des cosmétiques de qualité. Alors pourquoi ne mériterait-il pas une quantité considérable? En prenant cela, il se rend dans une forge. Pendant qu'il s'y rend, de nombreuses personnes l'observent. Son apparence est comme un fantôme pour eux. Même certaines filles le détestent. En laissant tout de côté, il s'est rendu à l'atelier. Il y rencontre la femme d'un forgeron. Au début, elle est effrayée par son apparence, mais devant sa gentillesse, elle redevient normale. De plus, elle sent qu'il y a quelque chose de louche derrière son apparence. Plus tard, il lui montre des épées, ce qui ne fait qu'empirer son état. Il a utilisé la magie de l'esprit et du mana sur cette épée au-delà de ses limites. Cette épée n'est donc pas défectueuse. Au cours de la conversation, il révèle qu'il peut utiliser la puissance divine. En entendant cela, elle est choquée à mort, mais il lui demande de garder le secret parce qu'il ne veut pas être mis en avant aux yeux de tous. C'est ainsi qu'il pourra révéler sa véritable personnalité. C'est alors qu'il lui donne une belle somme pour préparer une épée époustouflante pour son prochain combat. Pour préparer l'exigeante épée, son mari, qui crée l'épée de haute lutte, a besoin de temps. Dans la maison, Lorraine fait des recherches sur les ghouls. Ce sont des monstres qui naissent grâce aux monstres puissants. Ces monstres n'ont pas encore le désir de manger de la nourriture. Au lieu de cela, ils se nourrissent en mangeant des humains. La chose la plus importante est leur mémoire émotionnelle, qui disparaîtra lorsqu'ils se transformeront en ghouls. Mais dans le cas de Rant, c'est l'inverse, car elle peut sentir son ancien Rant. Elle ne peut donc pas le nier. Dans ses souvenirs, alors qu'elle est jeune, elle se rend dans la forêt d'Aï pour sa quête. C'est alors que quelqu'un la rencontre. Il lui demande d'emmener un jeune homme avec elle. Ce jeune garçon n'est autre que Rant. Rant fait partie des débutants de niveau fer. Il peut donc acquérir de l'expérience auprès d'elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne doit pas le payer. Elle n'a donc pas d'objection car elle peut l'utiliser pour porter ses affaires dans la forêt. Elle trouve des herbes, mais cela s'avère difficile pour elle. Très jeune, elle a obtenu le titre de plus jeune professeur et a été nommée aventurière de rang argent. Pourtant, elle a l'impression que tout le monde autour d'elle est étrange et ennuyeux. Elle ne fait que cela pour tuer le temps et rendre sa vie plus agréable. Heureusement, elle a trouvé l'herbe dont elle mourait d'envie. De plus, elle utilise la bonne technique pour l'obtenir. Si quelque chose ne va pas, tous les efforts seront perdus. Pour garder l'herbe dans le panier, elle demande à Rand d'apporter le panier. Alors qu'elle s'apprête à garder l'herbe, elle est choquée car Rand a déjà collecté de nombreuses herbes pour elle. Celui qu'elle considérait comme un abruti se révèle être un homme extraordinaire. Rand dissipe son malentendu en lui expliquant qu'il doit acquérir la connaissance des monstres et des herbes s'il veut devenir un aventurier. La seule raison de l'envoyer avec elle est sa sécurité. Il s'inquiète pour elle, c'est pourquoi il a demandé à Rand de la rejoindre. Pendant ce temps, un monstre apparaît. Ce monstre a la mauvaise intention de les tuer avec sa flèche meurtrière. La jeune fille est morte de peur, même si elle est de rang argent. Elle est un peu terrifiée à l'idée de savoir quoi faire. Maintenant, c'est étrange. Les sens de Rand se sont activés, et il lui dit d'utiliser Foda Borbu. En utilisant son pouvoir, elle crée un bol de feu qui éclate sur lui avec son attaque. Le monstre est éliminé, et Rand est mis à l'écart en observant son pouvoir de domination. Selon Lorraine, ses pouvoirs ne sont rien. En observant son pouvoir, il s'est rendu compte qu'elle manquait d'expérience. Même elle n'a pas l'habitude de s'attaquer à des démons. Tout cela est dû aux gens qui l'entourent. Chaque fois qu'elle part en quête, les gardes l'accompagnent. Elle n'a donc pas besoin de s'occuper des monstres. De plus, elle demande à Rand de lui enseigner les techniques de combat et les herbes. Rand est assez gentil et donne son accord. Après cela, ils ont passé du temps ensemble. De plus, elle est témoin de sa lutte acharnée pour devenir l'aventurier du niveau mitral. Au fil du temps, elle a beaucoup changé car elle s'est rendue compte que les gens autour d'elle se préoccupaient d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle porte son attention sur l'homme. Si elle n'a pas répondu à temps, elle peut être réprimandée. Par ailleurs, Rand rencontre le forgeron et lui confie la tâche de créer l'épée. L'affaire étant réglée, il se serre la main. La femme du forgeron sait qu'il n'a pas d'épée pour combattre le monstre. Elle lui a donc donné une épée alternative grâce à laquelle il peut utiliser son mana et son esprit. Mais attention, il est prié de ne pas utiliser d'autres objets, sinon l'épée risque d'être brisée. Plus tard, il a déménagé. Un forgeron et sa femme s'inquiètent pour lui. Ils savent qu'il souffre d'une malédiction ou de quelque chose de ce genre, mais il ne leur en parle pas. Au contraire, il n'a jamais demandé leur aide. Même eux meurent d'envie de l'aider, mais ils ne peuvent rien faire d'autre que de partager son problème. La raison pour laquelle il ne partage pas son problème est qu'il ne peut pas leur causer d'ennui. Chez Lorraine, elle lui a préparé un repas. Mais elle n'est pas contente car il n'a pas envie de manger. De plus, elle lui fait part de son analysant ce qu'il est différent des autres ghouls. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'évolution existentielle.
Grâce à cela, il est devenu une goule. Sa prochaine étape ne connaît que le destin. Rand espère le meilleur. Il souhaite être promu à un rang similaire à celui des humains. Pour accéder à cette évolution, il doit devenir plus fort en tuant le monstre. Pour tuer le monstre, il doit à nouveau pénétrer dans le labyrinthe. En observant son esprit, elle a compris que Rand ne changera jamais. Il est son Rand. Elle sourit sur son beau visage. Dans le labyrinthe, un homme se bat avec une bave. Ce dernier l'attaque avec son liquide d'action. Devant l'immense puissance de ce liquide, l'homme a compris qu'il allait mourir. En réponse, il ne fait rien d'autre que de s'asseoir sur le sol. Avant que le slime ne le brûle vivant, Rand apparaît en devenant l'ange. Il a éliminé la bave d'un seul coup. Rand lui a sauvé la vie et avance sans dire un mot. L'homme rejetait l'appel, mais il ne répond pas. Il veut l'aider, mais ce visage lui fait perdre toute confiance. L'aventurier ne se soucie pas d'aider les gens, mais Rand est différent d'eux. Pour attirer son attention, le gars révèle qu'il est cuisinier et que son établissement est en faillite. Pour se refaire, il a besoin de 5 pièces d'or. Il tente d'obtenir un prêt auprès des gens, mais ceux-ci le refusent. Il n'a donc pas d'autre choix que de venir ici et d'anéantir les monstres. En écoutant sa triste histoire, Rand veut l'aider. Tout d'abord, il refuse de l'aider car il n'est pas un mage. Pourtant, quelque chose l'a poussé à l'aider. Enfin, il a donné son accord. Il peut l'aider à porter ses affaires, et le gars est choqué d'avoir reçu une réponse positive. Après cela, ils ont continué à avancer. Le seul chemin secret qu'ils connaissent. Le gars qui ne sait rien est persistant parce qu'il y a un cul-de-sac. Mais sa bouche est grande ouverte lorsqu'il regarde le chemin secret. Lorsque Rand entre à l'intérieur, il ne trouve pas le dragon. Le dragon s'est échappé d'ici. Pendant ce temps, le gars trouve un autre chemin. Les deux mènent par là, et il n'a pas peur de Rand. Il avance donc sans réfléchir. Même Rand essaie de l'arrêter parce qu'il a vu la téléportation. Cette téléportation de Runa n'est vue que par Rand. Lorsqu'il s'est arrêté sur l'action de téléportation, Runa a disparu. Rand sait que cette téléportation de Runa va l'emmener dans un autre monde. C'est un endroit où les monstres sont plus puissants que n'importe qui. Son esprit lui dit de s'enfuir, mais il n'est pas du genre à laisser les gens dans le pétrin. Rand l'a donc suivi et a atteint un autre endroit. Là, un squelette géant apparaît, prêt à l'éliminer. En le regardant, Rand est effrayé et réfléchit à un plan pour le tuer. Rand revient après avoir terminé son premier travail en tant que nouveau Rand et réfléchit à la nécessité d'un sac magique pour un aventurier solitaire comme lui. Il lui a fallu 5 ans pour économiser l'argent nécessaire, mais cela en valait la peine. Notre garçon Rand a bien préparé et conservé la viande d'ORC, et Sheila est certaine que le client sera satisfait. Le travail est terminé, et on commence déjà à parler de la rapidité avec laquelle le nouveau Rand a abattu 3 orques à lui tout seul. On se demande qui est ce nouveau venu, et Rand se rend compte qu'il se fait peut-être un peu trop remarquer en tant que débutant dans la classe des fers à repasser. Sheila revient, et Rand est choqué de voir que son manager lui a suggéré de passer l'examen de promotion. Il est rare que quelqu'un ait cette opportunité si peu de temps après son inscription, mais il pense que le nouveau Rand a du potentiel. S'il réussit l'examen, Rand passera en classe bronze, alors il accepte. Lorraine est heureuse d'entendre la bonne nouvelle, mais Rand ne fait que créditer son nouveau corps. Lorraine lui dit de ne pas se dévaloriser, car c'est lui qui est capable de contrôler ce corps. Lorraine est très déçue d'apprendre qu'il s'est appelé Rand Vivi parce que c'est son nom de famille et que cela pourrait éveiller les soupçons. Rand fait remarquer qu'un homme étrange traînant dans sa maison créerait beaucoup de rumeurs, et qu'il était donc préférable qu'il se fasse passer pour un membre de sa famille. Lorraine accepte cette réponse, mais lui dit également de ne pas s'inquiéter de sa réputation. Elle n'est qu'une universitaire fauchée qui est venue s'installer dans cette ville parce qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir dans la capitale. Elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent d'elle, mais Rand préfère ne pas lui causer d'ennui. Lorraine fait remarquer que notre garçon fait toute la cuisine, la lessive et le ménage, et qu'elle lui doit donc plus qu'il ne lui doit. Rand pense que c'est loin d'être vrai puisqu'il n'est si humain que grâce à elle. Ces paroles touchent Lorraine et elle propose à Rand de rester avec elle aussi longtemps qu'il le souhaitera. Comme il n'y a rien de mal à s'imposer à sa famille, il accepte son offre. Le lendemain, Rand arrive à la guilde, prêt pour son examen. Sheila est choquée qu'il soit venu si tôt, car elle pensait qu'il attendrait le prochain examen pour avoir le temps d'étudier. Le prochain est dans plusieurs mois, et il n'est pas question qu'il attende aussi longtemps. Un aventurier paresseux arrive en retard après avoir regardé trop de vidéos d'otaku manga mode, et Rand se dit qu'il va perdre des points. Un aventurier qui n'arrive pas à l'heure n'est pas digne de confiance et échouera probablement à l'examen. La première partie de l'examen testera les connaissances de l'aventurier, il sera interrogé sur les règles de la guilde et sur la façon de gérer les chutes de monstres. Seuls ceux qui réussissent pourront passer à la partie pratique de l'examen, leur pratique change à chaque fois, et Rand pense à la cueillette d'herbe qu'il a dû faire la première fois qu'il a passé l'examen. L'épreuve écrite commence et Rand reconnaît la jeune fille du labyrinthe, Laura, son amie n'est pas là, Rand suppose donc qu'il passe l'épreuve orale. Il est rare que les gens normaux sachent lire et écrire, Rand a donc eu la chance de l'apprendre dans son village. Il a également appris tout ce qui est nécessaire pour cet examen, donc ça devrait être du gâteau. Par la suite,
Le fan d'Otaku Manga Mode n'en revient pas de la difficulté de l'épreuve, on dit à Rand qu'il a obtenu la note parfaite. C'est extrêmement rare, mais Rand est heureux d'avoir réussi. Rand se demande ce que sera la pratique, et Sheila lui dit qu'il formera un groupe avec quelques autres et qu'il effectuera un travail pour la guilde. Rand fait la fête avec Rise et Laura, et Rise explique rapidement qu'il est un épéiste qui utilise l'énergie de l'esprit pour augmenter sa force lorsqu'il se bat. Laura est une mage et peut utiliser la magie de guérison. Les participants apprennent que le travail se déroulera dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune, et que leur tâche consistera à atteindre le point indiqué sur leur carte. Le premier arrivé recevra une récompense à la hauteur de ses efforts, et tout le monde se rend vite compte qu'il s'agit d'une course. Rise se vante d'être déjà allé dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune, mais Laura l'embarrasse lorsqu'elle lui révèle qu'ils n'ont fait qu'une partie du chemin. Il est choqué quand Rand les empêche d'entrer, et quand Rand suggère qu'ils achètent une carte, il souligne que la guilde leur a déjà donné une carte. Mais Rand dit que cette carte a 15 ans, cette carte n'est pas très fiable, et les autres sont choqués que la guilde ait essayé de les piéger. Cependant, ils n'ont pas pu piéger notre protagoniste à moitié mort, et il va donc acheter une carte. Ils ne peuvent pas se permettre le prix de 2 pièces d'argent, mais Rand fait remarquer qu'ils n'ont besoin que de la carte du premier étage. Le marchand se rend compte que Rand n'est pas dupe et leur vend la carte du premier étage pour 5 pièces de bronze. Cette nouvelle carte montre une plus grande partie du labyrinthe et indique même l'emplacement des pièges. Le marchand voit bien que Rand sait ce qu'il fait et dit aux jeunes de faire ce qu'il dit. Laura se demande pourquoi la guilde leur donne des cartes périmées, et Rand fait remarquer que les carrosses auraient pu les emmener au mauvais endroit. Un aventurier ne doit jamais baisser sa garde, et le but de l'examen est de vérifier s'ils ont ce qu'il faut pour être un aventurier. Ils rencontrent des squelettes dès leur entrée dans le labyrinthe, et Rand dit aux autres de ne pas baisser leur garde sous prétexte qu'il s'agit de monstres de bas niveau. Les jeunes montrent à quel point ils sont habiles en détruisant plusieurs squelettes, et Rand se dit qu'ils sont plutôt doués pour leur âge. Ils ont des rôles bien définis, et aucun d'entre eux n'en fait trop pour l'autre. Rand aide un peu à s'élever, et la bataille est terminée. Il remarque qu'il y a plus de monstres que d'habitude, et Rand en conclut qu'ils sont attirés là. Il trouve l'encens qui attire les monstres et révèle qu'une embuscade se prépare. Aucun des monstres présents ne devrait avoir ce niveau d'intelligence, mais Laura est choquée lorsque Rand lui révèle que ce ne sont pas des monstres. Rise n'arrive pas à croire qu'ils vont devoir se battre contre des humains, et c'est notre garçon Rand qui prend les devants. Rand bloque l'attaque initiale, mais Rise veut s'en prendre à lui. Rand laisse le gamin s'en prendre au premier gars et étonne Rise par ses talents d'esquive. Rand détruit complètement l'archer et ne laisse aucune chance au mage de faire quoi que ce soit. Laura aide Rise à prendre le dessus grâce à la lumière aveuglante, et Rand décide qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Cela devient encore plus clair lorsque les jeunes montrent leur travail d'équipe et battent le chauve. Rise fait remarquer que ces types passaient aussi l'examen et qu'ils ont essayé de les faire échouer. L'examinateur a dit qu'ils étaient prêts à tout pour gagner, et Rand explique que les monstres ne seront pas leur seule menace, un aventurier ne doit jamais baisser sa garde. Et Rise déclare, à la surprise générale, qu'ils obéiront désormais aux ordres de Rand. En partant, Rand dit à la personne qui se cache de ramasser les ordures, et le gars est choqué que Rand ait su qu'il était là. Ce dernier explique que le type au masque semblait savoir qu'ils étaient envoyés par la guilde, et il se demande tout ce qu'il est. Le gars qui se cachait a une idée de qui il pourrait être et pense que sa sœur avait peut-être raison à la guilde. Sheila va rencontrer le maître de la guilde qui a l'air le plus cool du coin. Sheila est responsable du nouvel aventurier Rand Vivi, et le maître de guilde veut parler de certaines rumeurs qu'il a entendues. Les gens ont commencé à dire qu'il s'agissait d'un criminel puisqu'il est sorti de nulle part et qu'il est très doué. Ils ne savent rien de son passé, mais le maître de guilde admet que chaque aventure a un passé. Cependant, ils ne peuvent pas ignorer les accusations, et ils demandent à Sheila de l'informer si elle apprend quoi que ce soit sur le nouveau Rand. De retour dans le labyrinthe, notre groupe est presque arrivé à destination. Devant eux se trouve l'une des nombreuses salles de boss de cet étage, et il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à destination que de la traverser. Les jeunes n'ont jamais combattu de boss, car ce n'est pas quelque chose que 2 classes de fer peuvent gérer. Rise s'offusque quand Rand lui demande s'il a peur, mais Rand lui explique qu'il n'y a pas de honte à éviter un combat que l'on ne peut pas gagner. D'autres examinateurs arrivent, et Laura est choquée quand Rand dit que c'est le moment idéal. Ce groupe insulte nos héros en les traitant d'énergumènes, mais Rand n'apprécie pas qu'on lui parle ainsi. Il dépasse les bornes en s'en prenant à Laura, mais Rise prend sa défense. Les gars continuent d'insister, alors Rand les menace, ils essaient de dire qu'ils ne faisaient que plaisanter, mais notre garçon Rand n'a pas vraiment le sens de l'humour. Le chef dit qu'ils n'ont qu'à passer en premier, mais Rand les laisse faire car il veut que son équipe se repose. Les gars entrent dans la pièce et disent odieusement que Rand a été stupide de les laisser passer en premier. Rise est contrarié car les laisser passer en premier signifie qu'ils vont perdre. Bora a déjà appris à ne pas douter de notre garçon. Rise suppose que Rand veut qu'il voie d'abord à quoi ressemble un combat de boss, mais ce n'est pas tout. C'est alors qu'ils entendent le premier groupe crier à l'agonie et qu'ils sont transportés hors de la pièce. Rand explique que les employés de la guilde ont sauvé le groupe d'idiots, et que même s'ils perdent, ils ne mourront pas. Rand voulait qu'ils voient cela pour que les jeunes se sentent plus à l'aise, et il répète qu'il n'y a pas de honte à éviter un combat que l'on ne peut pas gagner.
Rice pense que s'il s'enfuit ici, il ne reviendra probablement jamais, ce qui signifie qu'il ne deviendra jamais un véritable aventurier, et il demande à Laura si elle veut bien le suivre dans la bataille. Laura accepte, et Rand estime que ce gamin a enfin pris sa décision. Un aventurier qui a été brisé une fois devient faible, il n'est pas rare qu'il abandonne, mais Rice a pu le sentir et a choisi de ne pas s'enfuir. C'est une partie très importante de ce qu'il faut faire pour devenir un aventurier, alors ils se dirigent tous vers la salle du boss. Dans la salle des boss, notre groupe découvre que son adversaire est un monstre baveux géant. C'est un grand slim, et Rice déclare qu'ils ne peuvent pas se planter comme l'ont fait les autres avant eux. Rand pense que les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait, il n'y a pas besoin de battre le boss pour l'examen, alors il espérait que l'autre gars le battrait pour eux. Rand décide d'accepter et Rice commence l'attaque. Le but est de viser le cœur du monstre, mais l'épée de Rice n'arrive pas à s'enfoncer très loin dans le monstre. Rice ne peut qu'esquiver pour l'instant, et Rand dit à Laura de se concentrer sur l'utilisation de sa magie. Un coup d'œil en arrière nous montre qu'ils ont planifié ce combat. Rand a révélé que les attaques physiques ne fonctionneraient pas contre ce monstre et qu'il devrait s'appuyer sur la magie. La puissante magie de feu de Laura prend du temps à s'activer. Rand a proposé de bloquer les attaques, mais Rice a insisté pour qu'il le fasse. Comme Rice est en train de se faire battre, Laura demande à Rand de l'aider au lieu de la protéger. Cela s'avère être un timing parfait puisque Rand parvient à sauver Rice. Tous deux travaillent ensemble pour repousser le slim, et Laura déclare qu'elle est enfin prête. Elle utilise sa grande attaque pyroflamme et enflamme le slim, ce qui a pour effet de faire fondre le slim. Mais ils doivent se dépêcher de détruire le noyau avant qu'il ne se régénère. Rice écrase le noyau et les jeunes aventuriers célèbrent leur victoire. Rice se demande ce que fait Rand, qui lui explique que le liquide visqueux a une grande valeur. Même s'ils partagent l'argent de la vente, ils obtiendront tous au moins une pièce d'argent chacun. Alors qu'ils sont occupés à collecter du liquide visqueux, un autre groupe d'examinateurs les traite de pigeons et se précipite vers la sortie. Rice craint de perdre face à eux, mais Laura lui dit étonnamment de ne pas s'inquiéter. Rand savait que Laura comprendrait ce qu'il sait déjà, et qu'il y a un piège de gaz dormant devant eux. C'est juste avant l'objectif que les gens baissent le plus leur garde. Cela ne change rien et Laura explique que le fait d'arriver le premier à la sortie n'a pas d'importance. Laura demande à Rice de repenser à l'explication de la guilde et lui fait remarquer qu'ils n'ont pas dit un mot à ce sujet. La guilde a tout organisé pour qu'ils pensent qu'il s'agissait d'une course, mais ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi Rand a laissé l'autre groupe partir avant eux. En réalité, le seul véritable travail d'un aventurier est d'accomplir sa tâche avant la date limite. Rice aurait aimé que ce soit plus clair, mais Rand fait remarquer qu'un vrai aventurier doit être capable de penser par lui-même. Une fois arrivés à destination, un homme les félicite d'être les premiers. Les jeunes ont appris qu'ils ne peuvent se fier à rien et demandent une preuve que cet homme fait partie de la guilde. Il le confirme et leur donne des petits jetons, lorsqu'ils les montreront à la guilde, ils deviendront des aventuriers de classe bronze. Les 3 premières équipes arrivées reçoivent également un petit bonus, et donc des potions. Cette partie de l'examen est terminée, mais Rand aimerait qu'ils fassent une petite excursion avant de rentrer chez eux. Rand les emmène à l'étage suivant et leur explique que les labyrinthes dépassent l'entendement humain. Rand est troublé par cette déclaration, mais ce qu'il voulait dire devient clair lorsque Rand les emmène dans une pièce qui ressemble à une forêt. Il y a de la lumière dans cette pièce, et Rand les a amenés là pour leur donner un exemple de ce à quoi ressemble le monde dans lequel ils s'apprêtent à entrer. Ils veulent l'explorer, mais Rand leur explique que l'examen n'est vraiment terminé qu'à leur retour à la guilde. Ils retournent bientôt à la guilde où l'examen se termine officiellement. Rice veut savoir s'ils sont officiellement en classe bronze, mais Sheila est interrompue par le rapport. Rand révèle que ce type les a observés tout au long de l'examen, et il explique que l'examen teste également le genre de personne que l'on est. Ils ne peuvent pas augmenter le rang de quelqu'un s'il n'est pas le bon type de personne, mais notre groupe a également réussi cette partie de l'examen. Ils sont maintenant officiellement de la classe bronze, et ils se réjouissent tous. Rand remercie ses nouveaux amis pour leur aide, mais ils savent que c'est grâce à lui qu'ils ont pu devenir de vrais aventuriers. Ils aimeraient demander à Rand de continuer à partir à l'aventure avec eux, mais Laure sait déjà que ce ne sera pas possible. Elle est assez intelligente et elle sait que Rand a un objectif bien différent du leur. S'il leur a appris tant de choses pendant l'examen, c'est pour qu'ils puissent se débrouiller seuls. Il le considère comme un camarade et espère repartir à l'aventure avec lui un jour, après avoir fait leurs adieux. Sheila révèle qu'elle a une question importante à poser à Rand et lui demande de l'accompagner. Elle est certaine que Rand est assez intelligent pour savoir pourquoi, et Rand pense à la façon dont elle a dû découvrir qui il était vraiment. Rand se demande si la guilde veut le punir pour ce qu'il a fait, mais elle ne répond pas. Rand décide de ne plus jamais retourner dans cette guilde, mais Sheila lui révèle qu'elle veut juste savoir ce qui lui est arrivé. Rand décide de l'accompagner au lieu de partir, car sa voix donne l'impression qu'elle s'inquiète pour lui. Rand ne révèle pas grand-chose, mais il dit qu'il a affaire à quelque chose dans lequel il ne veut impliquer personne d'autre. Sheila révèle alors, à la surprise générale, qu'elle n'a rien dit à la guilde sur la véritable identité de Rand. Elle n'en a dit que quelques mots à l'homme qui le surveillait pendant l'examen. Mais c'est son frère et il s'est gardé un secret. Il est clair que Rand a du mal à lui faire confiance,
C'est pourquoi Sheila lui présente un contrat magique. S'ils acceptent le contrat, elle subira une pénalité soutenue par la force magique pour avoir partagé son secret. La sanction est plutôt sévère, car si elle la rompt, Sheila devra quitter la guilde. Mais ce n'est pas tout, car elle sera alors contrainte de se rendre dans un pays où l'esclavage est légal, et elle devra devenir une esclave. Rand pense que c'est trop extrême, mais Sheila veut montrer à quel point elle est sérieuse. Rand veut savoir pourquoi elle va si loin, alors elle explique qu'elle veut simplement l'aider et non pas parce qu'elle fait partie de la guilde. Rand l'a aidée à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, et elle lui fait remarquer que beaucoup de gens lui sont reconnaissants. Rand accepte sa demande et signe le contrat. Il n'arrive pas à trouver une bonne façon de tout expliquer, alors il se contente de lui montrer son visage. Rand voit bien qu'elle est terrifiée et il est sûr qu'elle regrette de l'avoir demandé maintenant. Sheila ne le regrette pas du tout, car elle préférerait savoir s'il souffre autant. Elle est alors choquée lorsque Rand lui révèle qu'il est un monstre mort-vivant. Rand lui demande de bien réfléchir et lui demande si elle pense vraiment pouvoir l'aider. Il explique qu'il n'a aucune intention de faire du mal à qui que ce soit, mais c'est à elle de décider si elle le croit ou non. Sheila l'empêche de partir et lui explique qu'elle lui fait confiance. Rand a toujours été quelqu'un de bien, et cela s'est encore vérifié récemment lorsqu'il a aidé Ryze et Laura à apprendre à devenir des aventuriers. Sheila a pris sa décision et promet d'aider Rand de toutes les manières possibles. De retour à la maison, c'est au tour de Lorraine d'être choquée lorsque Rand amène Sheila avec lui. Sheila révèle que Rand lui a tout raconté, mais Lorraine souligne la naïveté de sa venue. Rand est un monstre mort-vivant et Lorraine est une universitaire à l'allure douteuse, il garde un sombre secret. Elle souligne donc à quel point il était dangereux pour elle de venir dans la maison d'une sorcière et d'un monstre. Dans le pire des cas, elle pourrait devenir leur nourriture. Mais Sheila sait que Lorraine n'est pas considérée comme une sorcière, mais comme une excellente chercheuse. Lorraine la fait rire en lui disant qu'elle chasse le sang, mais elle devient sérieuse et souligne que c'est ce que Rand est devenu. La salle devient silencieuse et tout le monde attend la réponse de Sheila. Rand voit bien la gravité de la situation, car Lorraine ne voit pas Sheila comme une personne alors qu'elle est assise en face d'elle. Si Sheila donne une mauvaise réponse, Lorraine n'hésitera pas à l'éliminer. Sheila explique qu'elle sait exactement ce que Rand est devenu et que ce n'est pas un problème. C'est la bonne réponse, alors ils se détendent tous pour savourer la cuisine du chef Gordon Rancid. Lorraine explique qu'il n'y a qu'un petit prix à payer pour la serviabilité de Rand, et Sheila voit pour la première fois Rand consommer du sang. Lorraine est heureuse d'apprendre que ces deux-là ont signé un contrat, mais Sheila révèle que Rand s'est trop fait remarquer ces derniers temps. Plusieurs aventuriers débutants ont disparu et la guilde pense qu'il s'agit d'une série d'enlèvements. Rand a démontré qu'il était très compétent, mais il semble aussi très suspect. Rand ne se comporte pas comme un débutant, et les gens répandent des rumeurs à son sujet par jalousie. Rand est étonné que les gens soient jaloux de lui maintenant, mais on lui rappelle que ce n'est pas une bonne chose. Rand accepte de rester à l'écart du labyrinthe pendant 3 jours, mais ce n'est pas suffisant pour Lorraine, alors il passe à 4 jours. Le lendemain, Ryze et Laura cherchent un travail car ils ont hâte de retourner dans le labyrinthe. Le maître de la guilde est heureux d'apprendre que le nouveau Rand a réussi l'examen, mais il se demande où est le vieux Rand. Le maître de la guilde souligne qu'il avait l'intention de le recruter dans la guilde, et Sheila pense qu'il serait un excellent ajout. Un peu plus tard, Rand quitte la maison et la pluie devine qu'il se rend au labyrinthe. Il était censé attendre que les rumeurs d'enlèvement se calment, et elle se demande si cela le tuerait vraiment de prendre un jour de congé. Mais comme il s'agit de Rand, elle se rappelle que c'est un homme en mission. Rand se rend chez le forgeron pour récupérer son épée, dont il est satisfait. Clop explique que c'était facile puisqu'il connaît les mouvements de Rand, et Rand est maintenant plus sûr que jamais que Clop connaît sa véritable identité. Cette nouvelle épée est exactement ce que Rand a demandé, car elle peut utiliser le mana, l'énergie spirituelle et la divinité. Rand commence par utiliser le mana et Clop est choqué de voir qu'il est devenu plus fort. Rand se dit qu'il ne fait qu'injecter du mana dans l'épée, mais que c'est différent pour l'énergie spirituelle, il peut la contrôler et l'utiliser pour déclencher une autre attaque puissante. Enfin, Rand utilise la divinité et choque Clop une fois de plus en détruisant d'autres souches d'arbres. Cette épée est vraiment géniale, car elle n'a subi aucun dommage lorsqu'il l'a imprégnée de divinité. La divinité de Rand a fait pousser des jeunes arbres et Clop se demande comment il peut l'utiliser. La divinité est donnée aux gens par les dieux, et Rand explique que c'est arrivé lorsqu'il a réparé un sanctuaire. Il ne se souvient pas de quel dieu il s'agissait, mais il suppose qu'il s'agissait d'un dieu de rang inférieur. Rand aimerait s'entraîner un peu plus, mais Clop se demande ce qu'il lui reste à essayer. Rand lui fait installer une grosse souche d'arbre et lui révèle qu'il veut essayer d'utiliser toutes ses capacités en même temps. Rand n'a jamais entendu parler de la fusion mana-esprit. Clop lui explique qu'il s'agit d'une technique qui permet à quelqu'un d'augmenter massivement sa magie et son esprit. Pour l'utiliser, il faut être un maître en la matière, car il a entendu dire que si l'on se trompe, le corps explose. Rand décide tout de même d'essayer et se dit qu'une explosion ne suffirait pas à détruire son corps monstrueux. Rand utilise une épée de test, car il serait bien moins coûteux de la remplacer s'il la domine. Rand met du mana dans l'épée et de l'énergie spirituelle dans sa main. C'est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, et il ne pourra pas le faire longtemps.
Il déclenche l'attaque, qui fait d'énormes dégâts. Klopp craint que l'ajout de la divinité à ce combo ne soit trop dangereux, mais Rant est déterminé à essayer. Rant combine ses 3 capacités et déclare qu'il doit devenir un aventurier de classe mithrale, quoi qu'il arrive. La zone tremble tandis que Rant s'efforce de contrôler la puissance de ses 3 capacités, et Klopp sait qu'il va y avoir du grabuge. L'épée ne pourra pas en supporter davantage et Rant déclenche l'attaque. Bien sûr, l'attaque est puissante, mais l'épée se désintègre étrangement et se transforme en boule. La divinité a le pouvoir d'éliminer les impuretés et de restaurer la matière à son état d'origine, une épée normale ne peut pas être utilisée car la divinité briserait tous ses liens. La nouvelle épée que Klopp lui a fabriquée peut supporter la divinité, mais elle ne tiendra pas le coup si Rant utilise l'attaque qu'il vient de faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est fusionner le mana et l'esprit. Rant craint qu'il y ait des ennemis qu'il ne puisse pas vaincre avec cette épée, mais il ne peut pas se permettre de payer un nombre illimité d'épées pour remplacer celle qu'il brise. Rant se dit qu'il devra gagner beaucoup d'argent pour s'offrir un bon équipement. À ce moment-là, Rant voit un type s'énerver parce que quelqu'un le supplie de l'aider à se débarrasser de ce type. Rant fait semblant de prendre le mendiant pour ce qu'il vaut et soudoie le type. Rant propose d'écouter le gamin, qui le supplie alors de vaincre le seigneur du lac. Ce gamin s'appelle Rientus et vient du village de Tatou. Ce village est connu pour avoir un festival étrange. Rientus raconte une légende selon laquelle une jeune et belle fille avait un corps débordant de mana. Cette jeune fille a été offerte au seigneur du lac, et son village organise chaque année un festival en souvenir de ce jour. Cette année, quelque chose a mal tourné, le seigneur du lac est apparu et a mangé la jeune fille qui jouait le rôle du sacrifice. Le seigneur exige d'autres sacrifices, et plusieurs filles ont déjà perdu la vie. Rientus implore l'aide de Rant, car sa sœur sera la prochaine sacrifiée. Rant se dit que Rientus ne veut que sauver sa sœur et qu'il n'est pas nécessaire de se battre contre le seigneur, mais il a un mauvais pressentiment de la situation. Ils arrivent au village, où Rientus explique que tout le monde est stressé d'avoir affaire au seigneur du lac. Ils arrivent chez lui, où un X sur la porte indique qu'il doit offrir sa fille en sacrifice. Mais ce n'est pas le seigneur lui-même qui a fait cette marque, puisqu'il vit au fond du lac et que personne ne l'a jamais vu. Les villageois pensent que celui qui a laissé les marques est un kelpie qui sert le seigneur. Rant est choqué d'entendre cela, car le kelpie est un monstre puissant. Rientus annonce à sa sœur Amiri que Rant est là pour la sauver, mais celle-ci est furieuse. Elle a toujours dit à son frère d'éviter de parler à des barres bizarres. Rientus pense qu'il peut faire confiance à Rant, cette fille n'arrête pas de traiter Rant de bizarre, et Rant est blessé parce qu'il peut tout entendre grâce à ses sens améliorés. Amiri explique à Rant que le festival est une tradition ancienne et qu'elle refuse d'être la seule fille à en être dispensée. Rientus est choqué, mais elle dit à Rant de partir. Notre garçon Rant rappelle qu'il a été engagé par Rientus, et ce dernier déclare qu'il ne reviendra pas non plus sur sa décision. Amiri permet à Rant de rester avec eux, mais elle proclame qu'elle est honorée d'être le sacrifice. La fête a lieu demain, mais il est clair qu'Amiri ne coopérera pas avec eux. Rant se demande ce que Rientus compte faire, et il déclare qu'il fera tout ce qu'il faut pour sauver sa sœur. Le lendemain, Rant tente de demander des informations aux habitants, mais les enfants sont terrifiés à l'idée qu'ils puissent les manger. Un marchand pense que Rant est là pour le festival, mais il explique qu'il tombe mal car le seigneur du lac n'est pas content en ce moment. Les villageois sont terrifiés et cela nuit à ses affaires. Rientus invite Rant à dîner et le marchand lui recommande de quitter le village. Rientus pense que le marchand est un type bien pour être venu dans leur village, mais Rant est sceptique à son égard. Plus tard, Amiri se prépare à son sacrifice. Les femmes qui l'aident pensent que Rientus s'enfuira avec elle, mais Amiri fait remarquer que le seigneur ne ferait que détruire leur village. Elles savent toutes que Rientus s'inquiète pour elle, et Amiri traite son frère d'imbécile. Ce soir-là, Rant n'est pas autorisé à entrer dans la chambre d'Amiri, mais il lui dit qu'il s'occupera de tout. Il a besoin qu'elle résiste aussi, mais elle lui explique qu'aucun humain ne peut vaincre le seigneur du lac. Rant déclare que Rientus et lui s'occuperont du seigneur, et il lui rappelle qu'elle est la seule famille de Rientus. Il y a encore de l'espoir, et Rant veut lui dire de ne pas abandonner. Le rituel commence peu après, et l'homme en charge s'excuse auprès d'Amiri d'avoir à faire cela. Amiri sait qu'ils ne font que protéger le village, mais nous voyons que les hommes ont tout organisé pour que ce soit eux qui l'accompagnent. Amiri est prête à partir, et il se dirige vers le lac. Rientus pense qu'il devrait faire demi-tour quand le brouillard devient trop épais, mais l'orbe d'Amiri commence à briller. Le monstre apparaît devant eux et Amiri le supplie de se calmer. Elle veut protéger le village et s'offre à lui. Rant repousse son orbe et lui fait remarquer qu'il ne sert que de balise. Rant choque alors ses compagnons en marchant sur l'eau et en déclarant qu'il va combattre le soi-disant seigneur. Rant se rend compte qu'il y a quelque chose de suspect, car les kraken ne crachent normalement pas de feu, et il finit par traverser le monstre de part en part. Il y a un navire, ce qui prouve que ses soupçons étaient justes, un mage a jeté une illusion sur le brouillard et utilisé un sort de feu. Rant est déçu de voir que le seigneur du lac n'est en fait qu'un vilain marchand, et ils essaient de l'attaquer. Rant se moque un peu plus de ces types et les bêtes. Les frères et sœurs arrivent peu après et sont choqués de voir la vérité. Ils ramènent les criminels au village et Rant demande ce qu'ils ont fait des sacrifices.
Ils avaient l'intention de les vendre, ils sont donc toujours vivants et se trouvent dans une hutte sur une petite île. Tout le monde se réjouit en allant les chercher, et Rand se demande si son travail est terminé. C'est le cas, mais les frères et sœurs aimeraient qu'ils restent pour le festival qu'ils organisent encore pour une raison quelconque. Rand refuse, car il a des affaires importantes à régler. Amiri l'embrasse donc pour lui dire au revoir, elle lui explique qu'elle voulait simplement le remercier, et Rand accepte volontiers. Rand raconte à Lorraine ce qui s'est passé et la remercie de lui avoir donné l'objet qui lui a permis de marcher sur l'eau. Lorraine voit bien qu'il a volé le cœur d'une autre fille, mais il sait qu'elle l'oubliera bientôt. C'est la vie d'un aventurier, mais Lorraine pense qu'il devrait quand même être puni par les dieux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Plus tard, Rand est déçu de voir que l'un des emplois disponibles ne rapporte qu'une pièce de bronze. Sheila l'accueille et il lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il a décidé de ne pas aller au labyrinthe comme il l'avait promis. Il est curieux de savoir ce qu'est la quête d'une pièce de bronze, et elle lui explique que c'est une tradition de la guilde. Cette quête est assez difficile et nécessite la collecte d'une fleur de sang de dragon. Ces fleurs ne fleurissent qu'à proximité des marais empoisonnés, mais elles ont une histoire, un dragon est tombé amoureux d'une humaine et son sang a donné naissance à cette fleur d'un rouge éclatant. Rand n'aime pas trop cette histoire, mais Sheila explique que les filles qui ont reçu ces fleurs sont censées être aimées pour toujours. Ce travail a été proposé par un orphelinat qui a besoin de la fleur pour fabriquer un médicament qui sauvera un être cher. Rand a pris sa décision et surprend Sheila en acceptant la mission. Rand arrive dans un petit orphelinat délabré qui commence immédiatement à tomber en ruine. Rand répare les dégâts qu'il a causés avec de la bave, mais il effraie la jeune fille qui vient l'accueillir. Il lui révèle qu'il est là pour la quête, et elle l'invite à entrer puisqu'il est un adepte de la collecte. À l'intérieur, cette fille dit aux enfants sans parents de bien se tenir, mais les garnements n'ont jamais eu de parents pour leur apprendre. Ils entourent Rand et lui posent toutes sortes de questions pour savoir pourquoi il a l'air si bizarre. La jeune fille rappelle aux orphelins que les aventuriers sont de dangereux barbares et qu'ils ne doivent pas s'en approcher. Elle s'excuse d'avoir insulté Rand, mais celui-ci est d'accord avec elle et dit aux enfants de lui tourner le dos. Rand fait remarquer que les enfants ont l'air de faire confiance, ce qui montre bien qu'ils ont reçu une bonne éducation. Cette fille s'appelle Alice, mais elle remercie Lilian, la maîtresse de maison, d'avoir élevé tous les enfants. Rand explique qu'il est très difficile d'obtenir la fleur de sang de dragon, et Elise est d'accord. Il est presque impossible de la trouver dans les magasins, et même si c'est le cas, elle est incroyablement chère. Rand aimerait en savoir plus sur leur travail, mais il est surpris lorsque la jeune fille lui assure qu'il gardera son secret. Alice l'emmène voir Lilian, qui est prêtresse. Rand se présente, mais nous apprenons qu'Alice a dit à Lilian qu'il était là pour nettoyer sa cave. En réalité, Lilian est atteinte d'une maladie appelée Malikumla qui affecte les utilisateurs de la divinité. Si la divinité d'une personne n'est pas assez forte, chaque fois qu'elle l'utilise, il y a une réaction qui provoque l'accumulation d'énergie maléfique dans son corps. Le seul moyen de la guérir est d'utiliser le sang d'une jeune fille ou un remède à base de sang de dragon. Lilian ne sait même pas quelle est sa maladie, et Alice la garde secrète. Si Lilian le savait, elle quitterait l'orphelinat et accepterait la maladie comme une volonté du ciel. Alice est persuadée que personne n'acceptera la quête, et elle est prête à devenir aventurière pour l'accomplir elle-même. Heureusement pour elle, Rand accepte le travail et promet de lui procurer la fleur. Rand décide de nettoyer le sous-sol en premier, et Alice l'aide en l'accompagnant. Des monstres apparaissent parfois dans cette cave, c'est pourquoi Rand lui donne une lame au cas où elle aurait besoin de se défendre. Il rencontre des monstres qui ressemblent à des souris et l'un d'eux mord Rand. Rand montre au petit Raki et le patron, mais il devient confus quand il change de couleur. Rand est choqué quand il comprend ce qui se passe, il dit au monstre de tourner en rond, et c'est Elise qui est choquée quand la bête obéit à ses ordres. Rand rentre chez lui et explique à Lorraine que Mickey Mouse s'est joint à sa fête alors qu'il explorait le sous-sol d'un orphelinat. Lorraine ne s'attendait pas à entendre cette phrase de sa vie, et elle explique que les vampires ont le pouvoir de créer et de contrôler des familiers. Elle n'a jamais testé ce qui se passerait s'il donnait du sang de Rand à un monstre, mais il est clair qu'il a cette capacité. Lorraine autorise Rand à garder son nouvel animal de compagnie, mais elle lui révèle qu'il devra payer. Rand, ce savant fou, veut des échantillons de sang et exige des informations de la souris. Mickey Mouse finit par la mordre et Rand décide de l'appeler Blackie. Lorraine, déçue par son manque de créativité, l'appelle Edel. Le rassemble heureux de ce nom et Rand l'informe que ce petit bonhomme était le chef d'un groupe de son espèce. Rand ne peut pas parler sa langue, mais il est capable de deviner ce qu'il pense. Cette nuit-là, Rand réfléchit au fait qu'il n'a plus besoin de dormir depuis qu'il est mort-vivant. Ce type est tellement obsédé par l'aventure qu'il a envisagé de ne jamais quitter le labyrinthe, mais il s'est rendu compte que les gens se méfieraient de quelqu'un qui n'a jamais fait de pause. Ses heures d'agitation sont plutôt solitaires, mais Lorraine se présente par hasard. Rand est surpris de voir qu'elle a préparé un repas, et Lorraine l'avertit que le marais va être très dangereux. Comme il y va seul, il n'a pas à s'inquiéter du poison, mais Lorraine lui fait remarquer qu'il y a là un monstre terrifiant appelé Terry. Même les aventuriers de classe bronze ont besoin d'un groupe pour l'affronter, mais Rand explique qu'il ne le combattra pas. Il est dit que l'on peut éloigner ces monstres en emportant de l'eau bénite,
et Rant en a donc acheté un peu plus tôt. Lorraine fait remarquer que cela ne fonctionne pas toujours, mais notre Rant décide qu'il se débrouillera si les choses tournent mal. Rant est surpris de voir à quel point il apprécie la cuisine de Lorraine, qui lui révèle que c'est grâce à son ingrédient secret, son propre sang. Mickey Mouse l'aime presque autant que Rant, et Lorraine promet de le refaire quand Rant reviendra. Rant est déposé au marais, et il est heureux de voir que le poison n'affecte pas Zed. Dans ce marais, il y a des animaux et des plantes rares que l'on ne trouve qu'à cet endroit, alors des efforts ont été faits pour le rendre praticable. C'est à ce moment-là que Rant est attaqué, et il fait remarquer que les monstres que l'on trouve dans la nature sont plus forts que ceux du labyrinthe. Le fait de devoir survivre dans la nature en a fait des adversaires, mais Rant est lui-même devenu assez fort. Il vainc facilement les gobelins, mais il dit à Ed qu'il devra se battre la prochaine fois. Tout en se frayant un chemin dans le marais, Rant pense que le fait d'être un mort-vivant a ses avantages puisqu'il est immunisé contre le poison. S'il fait quelque chose pour remédier à son apparence terrifiante, Rant envisage de rester mort-vivant pour toujours. Rant tombe à travers le pont, et il est immédiatement déçu de voir que son petit camarade ne s'est soucié que de son propre sauvetage. Les choses deviennent dangereuses lorsqu'un monstre des marais s'approche de lui, mais Rant le vainc facilement. Rant ne peut pas baisser sa garde une seule seconde et se demande pourquoi Ed est si paresseux. De retour à la maison, Lorraine donne à Sheila un peu de sa soupe au sang. Sheila n'en est informée qu'après coup, mais Lorraine lui révèle que sa part ne contenait pas de sang. Sheila explique que la guilde a déjà appris l'incident avec le seigneur du lac. Les villageois étaient très reconnaissants envers l'aventurier qui les a aidés, mais ils ont refusé de parler de lui à la guilde. Sheila se demande pourquoi Rand voulait garder le secret, et Lorraine suppose que c'est parce qu'il ne voulait pas que son nouveau nom soit associé à un enlèvement. Sheila voit bien que Lorraine en sait beaucoup sur Rand, alors elle lui demande si elle sait pourquoi il veut tant devenir un aventurier de classe mitrale. Lorraine s'étonne de ne pas le savoir et révèle qu'elle ne l'a jamais entendu en parler. Lorraine évite de lui poser trop de questions, mais Sheila se demande comment elle fait pour ne pas s'inquiéter, surtout en ce moment où Rand risque de rencontrer un Teuri. Lorraine rappelle que la guilde n'autorise les aventuriers à participer qu'aux quêtes qu'ils sont capables d'accomplir. Elle fait confiance à la décision de la guilde, mais surtout, elle est sûre que Rand trouvera toujours un moyen de revenir. Rand est déçu que l'eau bénite n'ait pas fonctionné. Il est poursuivi par le terrifiant Teuri et se retrouve dans une impasse. Il décide de se battre contre la bête et doit commencer par repousser son attaque empoisonnée. Heureusement, le poison ne l'affecte pas, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas la vaincre en utilisant uniquement son mana. Rand combine son mana et son énergie spirituelle pour sa prochaine attaque, mais celle-ci n'inflige aucun dégât à la bête. Les choses ne se présentent pas bien du tout, et Rand est choqué lorsqu'elle charge héroïquement. Le choc de Rand s'intensifie lorsqu'elle semble utiliser la divinité, et il se demande si la petite souris est capable d'utiliser ses pouvoirs. Elle finit par être consumée par la bête, ce qui fait paniquer Rand, mais il est recraché peu après. Rand gronde son petit camarade pour avoir utilisé la divinité sans permission, mais l'héroïsme de Ed lui a donné un indice. Rand recouvre son épée de divinité et s'approche tout en esquivant plusieurs boules de crachat. Rand porte une attaque puissante, mais la bête ne se laisse pas faire si facilement. Rand enfonce davantage sa lame dans la bête et parvient finalement à la vaincre. Arbor Rand est victorieux, et il est heureux d'avoir compris que la divinité est la faiblesse des Teuri. Rand remercie Ed pour son aide, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas démanteler la bête dans cette zone, le monstre est tout simplement trop grand. Rand l'absorbe donc dans son sac. Rand se souvient qu'il s'en est fallu de peu, mais il remercie Ed de lui avoir montré comment vaincre les Teuri. Le marais recèle de nombreux objets de valeur rare. Rand décide donc qu'il devra revenir une autre fois pour se procurer des objets. À ce moment-là, Rand est stupéfait de trouver une zone couverte de fleurs de sang de dragon, la zone entière semble être purifiée, et il détermine que c'est à cause des fleurs. Rand s'apprête à en prendre, mais il est surpris par l'apparition d'une personne mystérieuse. Cet homme n'arrive pas à croire que quelqu'un d'autre soit venu dans cet endroit, et tous deux se regardent fixement. Rand est surpris de voir ce type seul dans ce dangereux marais, mais il explique qu'il possède un objet magique qui annule le poison. De plus, il a de l'eau bénite pour chasser le Terrisk et une carte très précise. Le type cherche des fleurs de sang de dragon, mais Rand se méfie de lui. Le type finit de prendre ce dont il a besoin et Rand lui demande si la personne pour laquelle il prépare un médicament est très malade. Elle l'est, et Rand espère qu'elle s'en sortira. L'homme révèle qu'il a de la chance d'avoir rencontré Rand, car il cherchait quelqu'un qui pourrait obtenir des fleurs de sang de dragon à intervalles réguliers. L'homme voit que Rand est un aventurier, alors Rand révèle qu'il est de classe bronze. Rand pense que le type pourrait changer d'avis après avoir entendu sa classe, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est le contraire, car le type veut lui offrir un emploi. Il s'appelle Isaac et promet de présenter Rand à celle qu'il appelle sa maîtresse lorsqu'ils auront conclu l'accord. Rand retourne ensuite en ville, et son transporteur est étonné qu'il ait pu survivre au marais. Rand ment en disant qu'il cache son visage avec son masque parce qu'il est en fait un aventurier de classe mitrale. Rand se rend à la guilde où il demande à engager un boucher pour découper un monstre géant. Sheila est choquée que Rand ait pu vaincre un Terrisk tout seul, et Rand doit lui dire de se taire.
Les monstres ne laissent pas tomber que des pierres magiques, mais ils peuvent être dépecés pour fournir de nombreux matériaux différents. Shelia l'emmène chez un boucher nommé Dario, et il est choqué d'apprendre qu'ils ont apporté un Terrisk. Tous deux doivent porter des masques, et Rant libère la bête dans l'installation spéciale du boucher. Dario est impressionné car il est en bon état et n'a pas une seule blessure sur sa carapace. C'est extrêmement rare, car la façon normale de combattre l'un d'entre eux est d'être hors de portée de son poison. Attaquer à une telle distance cause toujours des dommages à la carapace. Dario peut voir que Rant l'a vaincu d'un seul coup, mais Rant est très humble à ce sujet. Célia est choquée, et Dario explique qu'il n'a pas vu de Terrisk de cette qualité depuis longtemps. Il vaudra beaucoup d'argent, et Dario accepte de s'occuper de tout par la suite. Célia se rend compte que Rant est devenu beaucoup plus fort, et elle pense qu'il pourrait même être de rang argent à ce stade. Lorsqu'il est seul, Rant a du mal à reconnaître sa propre force. Il se compare à Isaac, qui doit avoir le pouvoir d'un rang d'or, alors qu'il n'est même pas un aventurier. Rant attribue sa puissance au corps de mort-vivant qu'il a reçu lorsqu'il est devenu un monstre. Il aimerait redevenir humain, mais il se demande s'il ne va pas perdre son pouvoir. À l'époque, il ne pouvait jamais s'améliorer, quels que soient ses efforts. Il se demande s'il pourrait vraiment revenir en arrière et comment cela affecterait son objectif de devenir la classe mitrale. Rant retourne à l'orphelinat où il doit à nouveau réparer la porte. Alice est surprise d'entendre que Rant a déjà terminé le travail, et un type n'en revient pas de voir à quel point la fleur est bien préparée. Rant lui fait remarquer que seuls les aventuriers de haut rang peuvent aller à cet endroit, et qu'ils doivent donc savoir comment préparer les herbes. Le type explique que le marais est vraiment dangereux, et que même les aventuriers de haut rang ont du mal à manipuler la fleur correctement. L'herboriste s'appelle Norman et le guérisseur Umberto. Norman s'apprête à préparer le médicament pour la vieille dame, et il doit garder ce qui reste. Beaucoup de gens ont besoin de ce médicament, alors Rant révèle qu'il en a encore. Il ne demande aucun paiement et souhaite simplement que le gars en fasse bon usage. Il l'informe que les fleurs valent beaucoup d'argent, mais Rand dit que cela fait du bien d'aider les gens de temps en temps. Non loin de là, Ed rencontre ses troupes, qui le saluent toutes. Alice annonce officiellement l'achèvement du travail et remercie Rand. Alice est sûre qu'elle n'aurait pas été capable de le faire elle-même, mais elle veut quand même devenir une aventurière. Elle veut devenir une aventurière comme Rand, une aventurière qui aide les gens. Alice pense qu'elle ne peut rien faire pour aider Rand, mais ce n'est pas vrai. Rand révèle qu'il y a des moments où même lui a besoin d'aide, et qu'il viendra la voir quand le moment sera venu. Ed revient et explique qu'Alice n'aura plus à s'inquiéter des monstres dans la cave. Ed a parlé à son ancienne bande et ils la protégeront à partir de maintenant. Alice se demande si elle sera capable d'apprivoiser des monstres comme lui, et Rand lui dit qu'elle devrait commencer à s'entraîner dès maintenant. Malheureusement, l'entraînement coûte de l'argent, mais Rand lui révèle qu'il a un ami qui peut l'aider. Alice refuse, car elle ne veut pas trop dépendre de lui. Rand décide alors de lui prêter de l'argent, à condition qu'elle le rembourse lorsqu'elle commencera à gagner l'argent des aventuriers. Elle promet de le rembourser avec les intérêts, et le marché est conclu. Le soir même, Lorraine accepte d'entraîner la jeune fille, car elle ne fait pas grand-chose de son temps libre. Rand est heureux que Lorraine l'aide, car il n'a pas beaucoup d'expérience avec les jeunes femmes. Lorraine lui fait remarquer qu'il connaît très bien une jeune fille, mais qu'il n'en voit nulle part. Lorraine s'en offusque et prévoit de lui montrer un sort extrêmement puissant qu'elle vient de mettre au point. Rand revient sur ce qu'il a dit et comprend maintenant qu'il était censé l'appeler jeune fille. Rand la couvre de compliments sur sa beauté juvénile et elle finit par se calmer. Lorraine s'énerve à nouveau en se demandant si Rand dit ce genre de choses à toutes les filles qu'il rencontre, mais il la remonte un peu en lui expliquant qu'il a juste dit ce qu'il pensait vraiment. Lorraine change complètement d'attitude et va chercher de la nourriture pour Rand. Le lendemain matin, Rand se rend à la guilde où Sheila doit lui parler de toute urgence. Il s'agit d'un travail impliquant la maison Lure, ils ont demandé Rand en particulier, mais il n'a aucune idée de qui il s'agit. Lorsque Rand voit le travail, il comprend qu'il s'agit d'Isaac. Il n'est pas très sûr de ce qui se passe, mais il suppose qu'Isaac est un serviteur de la maison Lure. Sheila ne sait pas grand-chose d'eux non plus, mais il s'agit d'une très vieille maison qui a beaucoup d'influence sur Malt City. Il semble qu'il soit très secret, car Sheila n'est pas assez haut placée dans la guilde pour en savoir plus. Le maître de guilde de chaque génération doit faire très attention à ne pas offenser la maison Lure. Comme il s'agit d'une affaire sérieuse, Sheila souligne que Rand ne peut pas refuser leur demande. Rand n'a pas l'intention de refuser, mais Sheila craint qu'il ne lui ôte la vie s'il découvre qu'il est un monstre. Rand pense qu'il s'en sortira, car Isaac ne semblait pas se soucier de son apparence lorsqu'ils se sont rencontrés à l'orphelinat. Norman révèle à Lilian qu'elle est atteinte de Malakumla. Bien sûr, elle décide de se faire remplacer par l'église, mais il lui révèle qu'ils ont fabriqué un médicament. Lilian refuse d'en prendre, car elle en connaît le prix, mais Alice la supplie. Elle est surprise d'apprendre que la fleur de sang a été récupérée par un aventurier qui a accepté le travail pour une seule pièce de bronze. Lilian accepte de prendre le médicament et comprend que l'aventurier était Rand. Rand arrive à la maison de Lure et le garde le laisse entrer pour voir Isaac. Ram lui fait remarquer qu'il y a un labyrinthe au-delà de la porte, et il explique qu'il est là pour un travail.
Le garde lui dit qu'il doit de toute façon traverser le labyrinthe et qu'aucune carte ne peut l'aider. Le jardin a été créé à l'aide d'un objet magique spécial, et le chemin change. Les chefs de famille de Lure ont toujours collectionné les objets magiques, et celui qui a permis de créer le jardin est l'un d'entre eux. Rant hésite à participer à leur petit hobby, mais le garde lui révèle qu'il y a une récompense pour avoir traversé le labyrinthe. Quiconque parvient à atteindre le manoir recevra un objet magique de la part du chef de famille. Rant sait que le garde est déjà passé par le labyrinthe et lui demande conseil. Le garde n'a qu'un seul indice, et sait que le soleil ne l'aidera pas. Rant n'a aucune idée de ce dont il parle, mais il entre quand même dans le labyrinthe. Rant pense que son masque est un objet magique et qu'il serait fou de joie s'il pouvait en obtenir un autre. Les masques ont une grande valeur, et il aurait besoin d'une tonne d'argent et d'équipements s'il voulait devenir de classe mitrale. Rant se ferait un chemin dans le labyrinthe, mais il ne fait qu'errer. Il sort sa carte spéciale, mais elle ne fonctionne pas car ce labyrinthe n'est pas un labyrinthe. Heureusement pour Rant, il a un bon sens de l'orientation. Il décide de faire une carte mentale, car il suppose que cela devrait suffire pour un petit labyrinthe comme celui-ci. Mais le temps passe et Rant finit par se rendre compte qu'il est complètement perdu.